Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons étudier le travail, une des 18 notions incontournables pour le bac de philo. C'est parti! Alors, tout d'abord, nous allons commencer, comme à notre habitude, par un petit travail définitionnel. Le travail est souvent associé à un métier, à une rémunération, à une utilité sociale. Il permet de faire vivre les individus et de leur donner une place dans la société. C'est donc à la fois une obligation sociale et une contrainte. Mais le travail, c'est aussi une punition divine, suite au péché commis par Adam et Ève. Nous pouvons également définir le travail comme étant l'action de transformer un matériau et le résultat de cette activité. Étymologiquement, le terme travail vient du mot latin tripalium, signifiant travail, mais signifiant aussi torture. Donc tout naturellement, nous allons nous demander s'il faut travailler, puisque le travail est associé à toutes ces connotations péjoratives. Et on va tout d'abord s'intéresser à la figure de Hegel. Pour Hegel, le travail est subi par celui qui l'exerce, puisque cela n'est pas un moment plaisant ni un moment agréable. Et travailler peut même être physiquement et mentalement très éprouvant. Mais mieux vaut travailler que rester oisif, parce que le travail forme celui qui s'y adonne, aussi bien d'un point de vue intellectuel que d'un point de vue manuel ou encore d'un point de vue physique. Au contraire, celui qui ne travaille pas devient paresseux. Le travail permet d'atteindre la connaissance, et paradoxalement, le maître qui a des esclaves travaillant pour lui dépend de ceux-ci, plus que ces esclaves ne dépendent de leur maître. C'est un exemple donné par Hegel qui va montrer que, eh bien, le fait de travailler va venir valoriser les esclaves, leurs nouvelles capacités, leur savoir-faire, leurs compétences, contrairement au maître qui va être moins libre qu'eux puisqu'il va être dans une relation de dépendance vis-à-vis d'eux, puisque les esclaves ont des compétences que le maître n'a pas et dont le maître a besoin. On va maintenant s'intéresser à la figure de Kant. Alors pour Kant, le travail est très valorisé. Il est bénéfique et positif pour l'homme. En effet, le travail lui permet de ne pas rester paresseux, puisqu'au contraire, il en fait un devoir, donc cela le rend meilleur du point de vue de la morale. Pour Adam Smith, le travail apprend à l'homme à vivre en société, puisqu'un homme ne peut pas remplir toutes les tâches de toutes les professions tout seul. Il est obligé de travailler avec d'autres parce que la coopération est nécessaire. En effet, pour bien vivre, eh bien, on a besoin des autres personnes qui composent la société, puisque chacun se spécialise dans une tâche, dans un métier, dans un savoir-faire particulier, qui est nécessité par les autres et que les autres ne possèdent pas. C'est une relation donc d'entraide réciproque, mutuelle, de coopération qui est nécessaire au bon fonctionnement de la société. Donc, le travail, grâce à ce que Adam Smith appelle la division du travail, eh bien, le travail apprend à l'homme à vivre en société et à coopérer. On va maintenant s'intéresser aux liens qu'on peut faire entre art et travail, puisqu'en effet, l'art est une notion incontournable du bac de philo, et elle est très souvent mise en relation avec la question du travail. Donc pour Karl Marx, l'art et le travail ont un lien très fort, puisqu'ils sont tous les deux des manifestations de la culture. Le travail humain implique la transformation de la nature à partir d'une idée préconçue, et l'art est une production, une transformation de la nature. Donc, en d'autres termes, art et travail, comme ils transforment tous les deux la nature, appartiennent à la culture, donc ils ont un lien très fort. Je rappelle que la nature, c'est ce qui existe indépendamment de l'action humaine. Et la culture, au contraire, c'est ce qui a subi une transformation suite à l'action humaine. On va rester dans cette question, l'art est-il un travail? Et maintenant, on va s'intéresser à deux autres points de vue, celui d'Alain et de Gaston Berger. À commencer par Gaston Berger. Gaston Berger qui qualifie l'homme d'animal technique. Je le cite, l'homme, c'est animal technique. Pour Gaston Berger, il n'y a pas d'opposition entre la culture et la technique. La technique n'est pas
le propre d'une science. La technique se manifeste dans l'art, dans le travail, mais plus généralement dans toute action humaine. Donc, voilà, la technique fait partie de la culture. Et on l'a vu juste avant, l'art aussi fait partie de la culture. Je cite à nouveau Gaston Berger, il n'y a point de création sans technique. L'art est donc aussi un travail. Pour Alain, il ne faut pas distinguer l'artiste de l'artisan parce que même si l'œuvre n'a pas de but utilitaire, l'artiste est un artisan, c'est-à-dire un travailleur ancré dans la réalité et développant des savoir-faire. L'art est un travail dans la mesure où il implique l'intelligence technique de l'homme. On va, pour terminer, s'intéresser au point de vue d'Hannah Arendt. Alors, pour Hannah Arendt, le travail va satisfaire des besoins vitaux, contrairement à l'art. C'est un critère qui permet de les distinguer. Donc, on comprend qu'Hannah Arendt va venir s'opposer aux philosophes que nous avons mentionnés précédemment, pour qui l'art était un travail. Donc, Hannah Arendt va mettre en valeur le fait que le produit du travail est voué à la consommation ou à la destruction, contrairement à l'art, dont le résultat final, dont l'œuvre donc est immortelle, n'est pas consommable et ne doit pas être détruite. L'artiste qui crée une œuvre est libre, puisque comme cette œuvre ne sera pas consommée ni détruite, eh bien l'art libère celui qui le pratique, c'est-à-dire l'artiste, des tâches répétitives imposées, des règles, etc. Et voilà, le cours du jour est terminé, et je vous dis à très bientôt.